Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Datamento. Je m'appelle Léonard Barnou, je suis le responsable de la relation client, et aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec, Charles Chauvin, notre directeur commercial. Hem, donc le thème de ce webinaire, ça va être sur les sources de rentabilité faciles du bloc. Donc comme d'habitude, on va dérouler, un petit peu de la façon dont on travaille, autour du pilotage et des indicateurs de bloc opératoire. Après on regardera un peu des éléments, financiers autour de, bah, justement des sources de rentabilité. Qu'est-ce qu'on peut facilement mettre en œuvre et comment vite avoir de la rentabilité, sur des décisions. Et puis ensuite on fera un exemple justement sur comment on peut mettre en œuvre, ces solutions, ces sources de rentabilité avec la plateforme. Et puis enfin on parlera des décisions qu'on peut prendre pour résoudre des problématiques, autour de ces problèmes. Alors comme d'habitude, la session est enregistrée, vous serez notifié de la vidéo juste après la session, vous pourrez la partager en interne. Vous avez différents outils pour dialoguer avec nous sur la session, donc un outil de questions sur la gauche, un outil également de chat. Donc n'hésitez pas à partager, à nous questionner au fil de la session, donc on répondra à toutes les questions. Et puis, bah, donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Charlet. Bonjour à tous. Avant de rentrer vraiment dans le détail du webinaire qui va consister à chercher des sources de rentabilité simples, je vais d'abord vous expliquer que nous, on travaille selon une méthode qui est simple également, mais qui s'avère indispensable pour pouvoir prendre des décisions efficaces et rapidement sur le bloc opératoire. Donc, comme vous pouvez le voir, notre méthode se décompose en 5 étapes. Et donc, finalement, la première étape, c'est celle qui va conditionner toutes les autres. Elle est indispensable. Il va s'agir de consolider et fiabiliser les données sources. Donc, c'est un prérequis à qui voudra finalement derrière pouvoir prendre des décisions qui seront acceptées et entendues par l'ensemble des acteurs du bloc opératoire. Donc, vous devez vraiment, dans un premier temps, vous assurer que la donnée d'entrée, elle est consolidée et fiabilisée pour donc la rendre fiable et en fait, vous assurer que vos investigations et vos analyses ne seront pas biaisées et qu'elles seront acceptées par tous au fur et à mesure, soit donc des présentations durant les conseils de bloc, soit durant des copiles, soit durant des séances en fait de prise de décision. Donc c'est vraiment important d'y consacrer du temps, mais c'est aussi important d'aller très très vite. Ça n'a pas de sens de produire au final des indicateurs du mois de juillet quand on est au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et ça, c'est des choses qu'on voit finalement assez et trop régulièrement au bloc opératoire. Dans un second temps, comme vous le voyez, donc on va chercher à produire des indicateurs métiers, donc sur la base de ces données fiables. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore nos clients, vous connaissez certainement tout ou partie de la littérature ANAP, mais il est encore possible d'aller un peu plus loin avec les méthodos que Datamento propose. On a organisé un webinaire d'ailleurs dans ce sens-là avec les 3 indicateurs clés que vous pourrez en fait retrouver si vous le souhaitez sur notre site internet ou sur YouTube. Et donc nous, on va chercher à aller un peu plus loin que par exemple la simple mesure d'un taux d'occupation de salle qui à lui seul peut pas prendre en considération l'activité d'un chirurgien quand il est amené à changer de salle. Et donc on va proposer des taux d'occupation de vacation, des taux d'activité qui vont être comparés avec les ressources par exemple, ou des taux d'activité réalisés dans la vacation. Donc ça, c'était pour la seconde étape. La troisième étape va consister donc à s'évaluer dans un référentiel. Alors, bien entendu qu'on peut se benchmarker avec d'autres établissements, mais aussi, en fait, ça serait plus intéressant, voire surtout intéressant de se comparer, de comparer sa spécialité avec une spécialité identique dans un autre établissement pour voir si on a des taux effectivement qui sont assez semblables, mais aussi de voir quel peut être leur type de vacation. Est-ce qu'ils travaillent uniquement sur des vacations du matin, des vacations de 8h à 18h, 8h, 15h? Est-ce qu'en fait, c'est des doubles vacations à travailler en ping-pong pour voir finalement si ces fonctionnements seraient adaptables sur mon organisation. La quatrième étape est très importante également. On se rend compte aussi au bloc qu'il y a 3 sachants, 3 personnes qui ont bien souvent l'information et c'est dommage de la conserver pour soi seul. Donc l'idée, c'est de la diffuser au plus grand nombre possible. Donc j'ai tendance à croire qu'aujourd'hui qu'il est intéressant de diffuser l'information aux AS et aux IA d'IBOD présents au bloc opératoire, parce qu'on parle également d'eux. Donc diffuser l'information selon des périmètres différents suivant qui va consulter.
Et donc enfin, ça nous permettra d'arriver sur une cinquième étape qui va être donc de décider. Vous aurez fait tout le boulot en amont pour objectiver et avoir des informations fiables. Et donc en fait, par la suite, en manipulant les chiffres et en fait en vous creusant un peu la tête, eh ben, vous pourrez prendre des décisions, différents types de décisions, des décisions très rapides qui nécessitent aucun consensus et des décisions un peu plus globales comme une refonte de la charte de bloc par exemple, sur laquelle on va chercher à avoir l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes du bloc opératoire. Donc voilà, on a vu la méthode. Si vous souhaitez, on pourra en reparler. N'hésitez pas à poser des questions à ce sujet. Maintenant, on va se prendre 3 minutes pour faire un zoom sur une des étapes en fait qu'on maîtrise, qui concerne la fiabilisation des données. Et donc là, on va regarder plus spécifiquement ce qu'on appelle donc l'association des interventions aux vacations, l'appairage. Micro. C'est mieux avec le micro. Dans la partie production des données, on va avoir, à un moment donné l'objectif de répondre à la question: «Qui a réalisé quoi au bloc opératoire?» Et ça, c'est grâce au système d'association qui est propre à la méthode qu'on a mis en place et à la plateforme qui permet de le réaliser, pour le bloc opératoire et qu'on va un peu détailler maintenant. Donc on voit ici un schéma qui présente, une journée avec, 4 salles, en couleur foncée, on matérialise les vacations, qui est une des sources d'informations pour produire les indicateurs, et en couleur plus claire, les interventions, qui est l'autre source, la source principale. Et donc tout l'objectif, ça va être de comparer les 2 pour savoir finalement quelles ressources représentées par une vacation ont été mobilisées sur quelles interventions dans les différentes salles. Si on fait un focus sur l'orthopédie, on a 2 vacations, une violette en salle 1, une bleue en salle 3. Et si on détaille maintenant le programme d'orthopédie sur ces 2 salles, on voit une première intervention qui est au milieu de la nuit, très tôt le matin. Cette intervention, elle n'est pas reliée à une vacation parce que c'est de la permanence des soins, donc c'est une équipe de garde qui a été mobilisée sur cette intervention. L'équipe de garde n'est pas matérialisée par une vacation. Ensuite, le programme démarre. Il démarre un petit peu en avance par rapport au début des vacations et donc la première intervention du programme d'ortho de la salle 1, elle se fait logiquement dans la salle 1 et la plateforme va facilement identifier le fait que c'est bien la vacation d'orthopédie de la salle 1 qui a été mobilisée sur l'intervention de la salle 1. Pareil en salle 3, l'intervention de la salle 3 et même tout le programme globalement de la salle 3 de la demi-journée, c'est fait en salle 3 par la vacation de la salle 3. Maintenant, à 10h, il y a un cas un peu spécial en salle 1, c'est le programme d'ortho a été délocalisé dans la salle 4 pour X ou Y raison. Et c'est là tout l'enjeu de la plateforme qui va au-delà, comme disait Charlie, au-delà du simple taux d'occupation de salle. Là, on est sur on va être sur un calcul qui va être orienté vacation, donc orienté spécialité. Et la plateforme va savoir, grâce aux différents critères d'association, que c'est les ressources du TVO d'orthopédie qui ont été mobilisées sur l'intervention de la salle 4 et pas un autre TVO, et que le viscéral qui s'est fait en salle 1, c'est la vacation de viscéral de la salle 2 qui l'a réalisé. Et ça va justement permettre de bien calculer à la fin un taux d'occupation de vacation, et donc un taux d'occupation qu'on va pouvoir sortir par spécialité, par opérateur, vraiment pour les acteurs des vacations et pas seulement pour la salle. Le reste du programme, il est assez simple. La vacation, elle est utilisée dans la même salle que celle prévue. Et ça va nous permettre de calculer toute une série d'indicateurs orientés autour de la vacation et notamment de calculer le temps de vacation offert. Et ça va être l'indicateur qui va surtout nous intéresser aujourd'hui dans les sources de rentabilité facile au bloc opératoire. Donc, les vacations, c'est des plages qui sont ouvertes. On va calculer leur temps. Donc, le TVO, c'est le temps de vacation offert. Donc, c'est tout simplement toutes les heures de vacation qui sont ouvertes au bloc opératoire. La plateforme va calculer ces heures-là et va pouvoir vous proposer le volume d'heures offerts au bloc opératoire par rapport à ces plages. Et parmi ces plages, grâce à l'association, grâce au fait qu'on sait où ces plages ont été utilisées sur les interventions, et ben parmi ces plages, on va pouvoir isoler les vacations vides, c'est-à-dire des plages de vacations qui ont été ouvertes et pour lesquelles il n'y a pas eu d'activité prévue pour ces vacations. Donc on a un exemple ici qui est très parlant, c'est ce TVO d'ORL de la salle 4. Il a été ouvert en salle 4 l'après-midi et à aucun moment, dans aucune des salles, ni dans la salle 4 prévue pour cette vacation, ni dans aucune des autres salles, ne s'est déroulée une intervention d'ORL. Et on voit d'ailleurs que à ce moment-là de la journée, toutes les autres salles sont occupées par leur propre vacation. Donc ce TVO d'ORL, il a été positionné, mais il n'y a aucune intervention en face, c'est un TVO
vides. Et c'est là, ça va être le thème aujourd'hui de notre webinaire, c'est là la source principale et la source facile à mettre en œuvre de rentabilité de bloc opératoire, c'est de diminuer au maximum ces plages de vacations qui sont vides. Alors, pour chiffrer ça, pour vous donner un peu un exemple concret de chiffres du terrain, on va s'appuyer sur notre benchmark. Dans la plateforme, on maintient un benchmark anonyme interétablissement. Et là, on a récupéré quelques chiffres de ce benchmark. Donc, c'est 25 établissements parmi nos clients dont on a récupéré les chiffres de façon anonyme. On a pris des établissements de différentes tailles, des établissements de différentes performances. Et donc, l'objectif de cette partie maintenant, c'est de vous montrer sur cet échantillon d'établissements combien de vacations vides on va retrouver en moyenne et comment on peut chiffrer ça. Alors, donc là, on a une liste, on a pris voilà, à nouveau 25 établissements représentatifs. Donc, on a des établissements qui sont autour de 200 heures de vacations par mois en moyenne, donc de taille modérée. On a des établissements beaucoup plus importants qui montent jusqu'à 1700 heures de vacations ouvertes par mois. Sur ces établissements, certains ont des performances moyennes qu'on pourrait améliorer, autour de 50% de vacations occupées. D'autres sont d'excellents optimisateurs de vacations qui sont à la cible. La cible, c'est 85% d'occupation de vacations, donc on voit que certains établissements sont dans la cible. Autour spécifiquement des vacations vides, certains établissements ont un taux de vacations vides qui est relativement important. Ça veut dire des vacations qui sont ouvertes mais qui ne sont pas utilisées, comme on vient de le voir. Et puis, on en a beaucoup d'autres qui ont atteint l'objectif de réduire à néant, d'avoir un taux proche de 0 de vacations vides, c'est-à-dire de mettre suffisamment de garde-fous, on verra exactement quoi derrière, pour pouvoir limiter au maximum ces plages de vacations vides. Maintenant, si on regarde au global, donc en moyenne, sur cet échantillon du benchmark, on est en moyenne, donc c'est les données 2022, on est en moyenne à 650 heures de vacations ouvertes en moyenne sur nos différents établissements. Et sur 650 heures de vacations, on est en moyenne à 3,2% de vacations vides. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de chiffrer financièrement cette donnée-là. Donc, si vous cherchez un petit peu sur Internet ou dans la littérature de façon générale, vous aurez souvent l'information qu'une heure de bloc opératoire coûte 4 à 500 euros quand il n'est pas utilisé. Donc, je vous explique comment se décompose ces 4 à 500 euros. On considère en fait qu'il y a le coût du personnel paramédical qui représente à peu près une soixantaine d'euros, le personnel médical 140 euros sur en fait cette somme totale. On va associer également donc à ces personnels-là fermement les personnels support qui vont donc ça va être le brancardage, le personnel de nettoyage, secrétariat, où là on est sur une quinzaine d'euros lycée. Il y a tous les frais administratifs, l'électricité, où on est sur une quinzaine d'euros également. Et donc après en parallèle de ça, il y a également donc l'amortissement et la maintenance relative au matériel qui peut représenter en fait de 25 à 45 euros suivant les salles et les dispositifs, les équipements présents. Et puis enfin, on peut également ajouter le chiffre d'affaires médical qui a été perdu. Donc on peut arriver assez rapidement à un chiffre de 500 euros. Pour l'exemple, on va rester sur une fourchette basse sans intégrer le chiffre d'affaires médical perdu. Et donc, on va parler de 320 euros de coût d'une heure de salle en fait au bloc opératoire inutilisé. Donc, si on considère en fait qu'un bloc moyen, c'est 650 heures de TVO par mois, donc ça fait 7800 heures par an, et que le TVO vide moyen chez nos clients, par exemple, représente en moyenne donc 3,2%. Donc, on arrive sur un total de 250 heures par an de TVO vide. Donc, de TVO qui ne sont pas en fait utilisés par les chirurgiens et qui sont finalement une aberration organisationnelle qui sont un problème de comportement et de dialogue en fait entre les équipes. Donc, le calcul, il est simple. Donc, quand on fait donc, ces 3,2%, soit 250 heures fois 320, on va arriver sur un budget total de 80 000 qui peut monter jusqu'à 125 000 suivant en fait, le coût qu'on va prendre, d'euros en fait, par an qui sont injustifiés et qu'on va pouvoir en fait, finalement récupérer assez rapidement avec un petit peu de méthode. Et donc, c'est ce qu'on va regarder en fait, à travers la plateforme, comment identifier ces choses-là. Tout à fait, ouais. Donc on va maintenant regarder sur la plateforme comment on peut facilement aller chercher ces vacations vides, où elles se trouvent, et puis ensuite des pistes d'amélioration d'organisation pour les éviter au maximum. Donc notre plateforme de démo, c'est une plateforme où il y a plusieurs données dessus. C'est une plateforme qu'on a
à peu près dimensionné à une quinzaine de salles, 9000 interventions annuelles. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va aller voir les mêmes chiffres qu'on a vus tout à l'heure dans le benchmark pour récupérer le pourcentage de vacations vides, et on va aller forer ces chiffres pour finalement regarder quelle journée, sur quelle journée type, dans quelle situation se présente une vacation vide. Alors pour ça, je vais me connecter à notre plateforme de démo. Je vais me positionner sur les années qui m'intéressent. C'est du 2020-2021. Et je vais aller chercher mes indicateurs d'utilisation de vacations, puisque c'est là où je vais pouvoir retrouver mon information de vacations vides. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le cube décisionnel de la plateforme. Donc c'est là où on peut facilement glisser-déposer des indicateurs, des axes pour créer des tableaux, des graphiques. Donc là, j'ai déjà créé mon tableau et mon graphique qui vont bien pour analyser ce que je veux vous montrer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un tableau par spécialité, donc différentes spécialités sur 2 ans de données, et on retrouve les chiffres qu'on avait tout à l'heure. Donc le volume de vacations offert, le volume d'intervention qui a été réalisé dans le cadre de ces vacations, le taux d'occupation. Donc c'est un peu le même taux d'occupation qu'on avait tout à l'heure en moyenne. Hein, on est en moyenne entre 50% et on monte jusqu'à 85%. Et la dernière colonne, c'est le taux de vacations vides. Pareil, on est sur une moyenne à peu près 3% de moyenne. Certaines spécialités sont à 0, donc aucune vacation vide. D'autres sont autour de 1 jusqu'à 5%. Et puis on a la première ligne, c'est les urgences non dédiées, qui est beaucoup plus élevée. Ça se comprend dans le sens où une plage d'urgence non dédiée, c'est une plage qui est ouverte pour accueillir uniquement des urgences, donc forcément certaines plages sont parfois ouvertes sans être utilisées. Maintenant, l'objectif, ça va être pour une spécialité donnée, d'aller chercher, d'aller forer la donnée pour comprendre où ces plages de vacations vides se sont passées. Donc par exemple, on va prendre notre spécialité viscérale, et on va descendre dans les données et aller chercher l'axe jour, ce qui permet de savoir sur quel jour de la semaine ces vacations vides ont pu se produire. Donc si on regarde toujours sur la droite les vacations vides, donc on a un jour où on n'a aucune, on a des journées où on est dans la moyenne des 3%, et puis on a ici une journée, le lundi, où on est beaucoup plus élevé, on est à 14,4%, donc c'est cette journée qui va nous intéresser. Donc on peut continuer de descendre, et pour cette journée, j'ai rajouté l'axe date, ce qui nous donne une date précise de jour où s'est passée la vacation vide. Donc on voit qu'on a à chaque fois le lundi à peu près 8 heures de vacation qui sont ouvertes, des fois un petit peu moins. 8, mais voilà, en général, c'est 8 heures de vacation ouvertes sur cette activité donc de viscéral le lundi. Les taux d'occupation varient, donc des fois on est à 80%, des fois à 40%, des fois à 90%. Et puis, voilà, des fois, la vacation est vide, donc on n'a pas de taux d'occupation du tout, et on a une vacation vide à 100%, donc toute la plage est vide. Et on voit ici qu'on a notamment le 2 novembre 2020, le 16 novembre 2020 et le 23 novembre 2020, où on a ces vacations vides. Donc là, l'objectif, maintenant qu'on a identifié ces jours précis où la situation de la vacation vide s'est posée, on va aller voir exactement ces jours en question, qu'est-ce que c'est que ces jours et comment cette situation a pu arriver. Donc je vais aller me mettre sur le bloc qui m'intéresse, où s'est passé ces journées-là. Et donc là, je vais chercher donc le 2 novembre. Je regarde mon programme, ma journée type. Donc j'ai là, c'est sur un bloc de 4 salles. J'ai une vacation en salle 2 de chirurgie générale qui a été occupée à peu près à moitié. J'ai une vacation en salle 4 qui a été très occupée, avec notamment un programme qui s'est fait sur 2 salles. C'est le même chirurgien, c'est Lacroix Gilles, là, dans notre exemple, qui a fait les différentes interventions donc en ping-pong sur 2 salles, mais dans le cadre de la même vacation. Et j'ai cette vacation de viscéral de 8 heures qui est vide. Aucune intervention de viscéral ce jour-là pour cette vacation-là. Pareil, j'ai aussi ma vacation d'ailleurs d'urgence non dédiée, là, la plage rouge en bas, qui est aussi vide. Donc premier jour, c'est un lundi, une plage qui est restée vide. Deuxième jour qu'on avait identifié dans les données, c'est le 16 novembre. Donc si je vais dessus, je regarde, à nouveau une plage de chirurgie générale qui est bien remplie, une plage d'urgence qui a des urgences qui ont été mises dedans en fonction des besoins, et puis cette plage de viscéral ici, de 13h à 14h, qui est également restée vide. Donc là, l'intérêt d'avoir laissé cette plage au planning, il peut être questionné, une plage d'1 heure, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dedans? Voilà. Et enfin, dernier jour, une demi-vacation du matin, qui est restée vide, aucun programme de viscéral dedans, puis après on a l'après-midi de la traumato et de l'urgence. Donc là, c'est un exemple, donc c'est sur notre plateforme de démo, hein, ça représente
des données qui représentent en général la réalité, mais voilà, qui sont construites pour la présentation. Mais voilà, on a pris le lundi comme exemple parce que c'est typiquement dans ces situations-là où il faut se prémunir que ça arrive. Je m'explique. Le lundi, c'est le premier jour de la semaine et généralement, la programmation, elle est validée le jeudi après-midi, le vendredi, plutôt le jeudi après-midi. Et malheureusement, si le jeudi après-midi, on découvre que le lundi, on n'a aucun programme pour la vacation qui dure 8 heures, eh ben, c'est difficile de réajuster le vendredi, voire même le week-end, de réajuster les plannings, de réajuster les équipes RH pour soit supprimer cette vacation, soit réallouer cette vacation. Donc c'est pour ça que le lundi, c'est sûrement la journée la plus problématique parce qu'on n'a pas le temps de rebondir, on n'a pas le temps de positionner des interventions dans une vacation et malheureusement, du coup, ça arrive que des vacations restent vides à cause de ça. Donc justement, pour parler un petit peu des causes possibles d'une vacation qui va rester vide, la première cause, c'est l'opérateur historique qui ne veut pas libérer sa vacation. C'est une vacation qui est prévue pour un opérateur qui souhaite que sa vacation lui reste attribuée et malheureusement, même s'il ne communique pas à temps ou qu'il communique peu sa programmation, il ne souhaite pas, au cas où, que sa vacation soit réattribuée. Donc ça peut être une des causes. La deuxième cause, c'est des contrôles de programmation insuffisants. Donc, comme je disais juste avant, c'est on découvre le jeudi après-midi, voire le vendredi, qu'on n'a aucun programme pour la vacation de la journée du lundi. Donc, on n'a pas le temps d'anticiper ce changement et de pouvoir occuper une équipe qui était prévue de longue date au planning, au moins de longue date, au moins dans les temps au planning. Enfin, dernière cause possible, on n'a pas mis en place de bourse aux vacations ou la bourse aux vacations fonctionne mal. Concrètement, une bourse aux vacations, c'est un mécanisme qui permet de réattribuer une vacation à un chirurgien qui l'a libéré. Il a prévenu suffisamment tôt qu'il ne serait pas disponible pour cette vacation, donc cette vacation est proposée à d'autres spécialités. Et les autres spécialités, les autres chirurgiens vont se positionner dessus et programmer dessus. Si ce mécanisme n'existe pas, eh ben, malheureusement, on va avoir des vacations qui sont prévues au planning qui vont rester vides. Afin de pouvoir améliorer l'organisation autour de ces vacations vides, on va mettre en place typiquement une charte de bloc. Une charte de bloc qui impose des règles dans la charte de bloc qui imposent la libération d'une vacation si on n'a aucun programme 3 semaines avant. Par exemple, c'est des choses qui peuvent être mises en place, une date qui dit si aucune programmation n'a été commencée 3 semaines avant la vacation, elle est automatiquement discutée auprès du chirurgien pour voir si on va laisser cette vacation ou en tout cas on va la laisser en l'état ou est-ce qu'on va pas la réduire. On va, deuxième possibilité d'amélioration par rapport à la programmation, mettre en place une programmation le plus anticipée possible. Donc pareil, devoir, commencer à programmer 1 mois, 3 semaines avant sa vacation et mettre en place des contrôles. C'est-à-dire 15 jours avant, on vérifie, le bloc vérifie qu'une vacation, elle est déjà remplie ou elle commence déjà à se remplir. Si c'est pas le cas, on va alerter le secrétariat, le chirurgien de la spécialité. Enfin, dernière piste d'amélioration, la bourse aux vacations, hein. La bourse aux vacations est une bourse aux vacations qui fonctionne. C'est une bourse aux vacations qui s'organise suffisamment tôt pour que les autres spécialités aient le temps de venir, programmer dans cette nouvelle vacation qui leur est attribuée, s'ils la récupèrent. Et c'est aussi une bourse aux vacations qui se fait avec des canaux de communication qui fonctionnent, c'est-à-dire des listes de diffusion qui sont consultées, qui sont lues par les secrétariats, voire des chats internes pour pouvoir communiquer rapidement si une vacation se libère à la dernière minute. Donc voilà un exemple de de d'identification de vacations à travers la plateforme, les causes possibles, quand de vacations vides et puis quelques pistes pour améliorer l'organisation afin de pouvoir diminuer au maximum et faire tendre vers 0 ce taux de vacations vides quand c'est possible. Alors je sais pas s'il y a eu des questions? Non, c'était juste un problème en fait de flash de ton écran. OK. Moi, je voulais savoir un petit peu si vous aviez l'occasion de nous l'expliquer sur le chat, si où est-ce que vous en êtes sur les TVO vides chez vous, si c'est des problèmes que vous avez réussi à résoudre et à résorber ou pas. Parce que nous, on a vu chez nos clients, effectivement, on en a encore quelques-uns qui ont des taux de TVO vides importants, d'autres qui ont réussi en fait à être au niveau 0. Et pour le coup, le TVO vide, c'est vraiment une aberration, quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc, savoir un petit peu comment ça se passe chez vous. Et puis, voilà, éventuellement discuter aussi ensemble des autres sources de rentabilité que vous avez sur votre bloc ou qu'on pourrait évoquer avec vous, qu'on connaîtrait ailleurs. Si jamais vous êtes le cas, n'hésitez pas à aller sur le chat.
Vous êtes pas bavard aujourd'hui, hein? Bourse vacation, OK. Madame Villemard, ça se passe comment votre bourse vacation? C'est quelque chose qui est totalement géré de façon indépendante par les chirurgiens ou c'est coaché par la cadre? Ça se passe comment? Donc en attendant la réponse de Madame Villemard, si jamais. Sachez qu'en fait, dans le cadre d'une collaboration, mais même sans parler de nos collaborations, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles on peut travailler, en fait, les vacations vides et qui est assez simple à faire. Et pour le coup, voilà, c'est assez gratifiant et satisfaisant de pouvoir apporter auprès de la direction ou la direction de pôle et même des chirurgiens quelque chose d'efficace et en fait de rentable quand on voit que voilà, c'est 80 000 euros qui sont dégagés par de simples discussions engagées après identification. Voilà, ça met du baume au cœur et ça permet d'initier une démarche d'amélioration continue assez intéressante. Les quatre qui scrutent les vacations. Ok. Ok. Donc voilà, nous on avait cette piste-là en fait aujourd'hui à vous présenter, parce qu'on le webinar peut pas non plus durer des heures et des heures, mais vous l'aurez vu aussi sur d'autres webinars, on arrive assez facilement à travers une solution de BI comme telle que la nôtre à identifier également les vacations qui ne sont pas assez exploitées. Donc là on parle pas de vacations vides, mais de vacations sur lesquelles un chirurgien qui aurait une vacation d'après-midi sur lequel il fait juste une seule intervention, ou alors en fait une vacation complète sur lequel on voit qu'il y a un travail qui est effectué que le matin. Et en fait, de la même manière, finalement, en forant des indicateurs, on va pouvoir identifier donc voilà qui est-ce qui a des mauvais taux d'occupation suivant quel jour, quel créneau horaire, et par rapport à ça, en fait, par la suite, faire comme Madame Villemard, proposer une bourse à vacation en disant bah, que la vacation du chirurgien A sera fermée non pas à 18 heures comme prévu, mais finalement on la fermera à 15 heures pour offrir 3 heures supplémentaires à des chirurgies qui sont un petit peu en tension, ou parce qu'en fait, durant la période Covid, il y a du rattrapage à faire, ou enfin voilà, pour différentes raisons que j'ignore pour le moment. Est-ce que vous avez des questions un peu spécifiques par rapport aux différentes phases de la méthode qu'on vous a expliqué sur la fiabilisation des données? Est-ce que vous avez bien identifié la différence qu'il pouvait y avoir par rapport à un fonctionnement assez classique du bloc opératoire? Parce que donc moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le bloc. À l'origine, je viens d'une autre industrie et ça me paraissait un petit peu fou, voilà, que finalement les logiciels de bloc ne soient pas capables d'identifier les différentes interventions délocalisées et de les rattacher à la bonne vacation. Et donc, ça m'intéresserait de savoir si bah, vous rencontrez ce problème-là et si vous arrivez à le traiter ou pas. Parce qu'on sait, nous, par exemple, que le traiter à la main, c'est voilà, un cabinet de conseil peut le faire sur 3 semaines, mais c'est un travail fastidieux. Donc, est-ce que vous êtes vous avez réussi à répondre à cette carence chez vous ou pas? Puis si je vois des oui, je vais être surpris quand même. Alors, je vois qu'il y a souvent, en effet, je vois qu'il y a souvent des blocs qui ont mis en place un comité de blocs pour anticiper les créneaux semaine précédente et à 15 jours. Donc ça, c'est la bonne démarche. Et c'est vrai que finalement, malgré tout, on voit dans le benchmark hein, qu'il y a quand même des blocs où il y a encore des trous dans la raquette. Et pourtant, les données qu'on vous propose, qu'on vous a présentées là dans le benchmark, c'est des données vraiment qu'on a produit en collaboration avec les clients. Et parmi le processus de fiabilisation, il y a justement une revue des vacations. C'est-à-dire que la plateforme notifie au bloc opératoire, à travers une équipe service ou directement par mail, notifie comme quand il y a une vacation vide, bah, est-ce que le cadre souhaite garder cette vacation qui est vide ou est-ce qu'il souhaite la réattribuer a posteriori? Donc on est quand même assez sympa en disant bah, est-ce que vous voulez conserver ça? Et donc quand une vacation reste vide, c'est qu'il y a eu un choix du cadre qui dit je laisse ma vacation vide parce que oui, j'avais une équipe et parce que oui, le chirurgien n'a pas respecté les règles de libération de sa vacation suffisamment tôt.
Ah, t'es en mute, ouais. J'ai fait une grande phrase en plus, c'est dommage. Non, c'était, j'interpellais Monsieur Touchet, mais je ne sais pas s'il est encore en ligne, pour savoir comment se passait son dialogue de gestion avec ses chirurgiens quand il allait leur présenter donc les données avec des TVO qui étaient vides en l'occurrence, savoir si les chiffres étaient acceptés par les chirurgiens ou s'il y avait un petit peu une levée de bouclier, enfin comment se passait la discussion. Mais je ne sais pas s'il est encore en ligne. On verra. On avait d'autres questions peut-être, hein, des remarques? Bon, il y a des remarques qui disent comme quoi, en effet, le système, l'association n'est pas forcément mise en place. Et en même temps, c'est extrêmement complexe à mettre en place, hein. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui le fait, hein. Bah, en fait, quand je vois par exemple le message que le problème n'est pas solutionné, c'est, enfin, encore une fois, bien souvent, moi, ce que je vois, c'est que quasiment l'entièreté des blocs opératoires produit de la donnée, mais il y a une grosse défiance par rapport aux chiffres. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un petit focus tout à l'heure sur le prérequis, vraiment indispensable d'avoir des données qui vont être fiabilisées pour être par la suite acceptées par l'ensemble des acteurs du plateau. Et bien souvent, bah, quand on veut revoir une organisation ou juste, bah, voilà, ne serait-ce qu'éradiquer les TVO vides, s'il y a une défiance sur les chiffres et si les chiffres ne sont pas toujours justes, il suffit qu'une ou deux fois vous soyez trompé, bah, le chirurgien en fait il va pas vous rater et derrière ça va être très très difficile en fait de pouvoir le reprendre par la main pour l'embarquer en fait sur des décisions acceptées par l'un comme par l'autre, quoi. Vous ne suivez plus les indicateurs, Madame Villemard? D'accord. Mais pour le coup, en fait, il n'y a aucun rapport avec le manque de médecins anesthésistes. C'était un médecin anesthésiste qui faisait auparavant les indicateurs, c'est il y a un lien ou ça n'a rien à voir? C'est pratique les webinaires quand on communique comme ça, hein. Mmh. Ouais, alors Monsieur Lenoir, ouais. C'est pour ça en fait que je vais d'abord répondre à Monsieur Lenoir. C'est pour ça que nous, à travers la plateforme, on arrive à identifier assez rapidement enfin, les spécialités qui sont en tension. Mais effectivement, il y a aussi la question en fait des patients qui seraient disponibles selon un temps plus ou moins comprimé, qui peut poser problème. Toutefois, nous, à travers la plateforme, on arrive quand même à trouver des spécialités sur lesquelles on peut, voilà, assez rapidement équilibrer l'activité en faisant venir du patient. Donc c'est pas forcément valable pour toutes les spécialités, mais on voit en fait qu'on peut basculer sur du programmation en fait à 3-4 jours en fait sur certains gestes assez simples. Concernant la minima, ok, oui. Bah, oui, oui, en fait, c'est pour ça que nous, alors Madame Vimar expliquait que voilà, les opérateurs, les plages par opérateur étaient compliquées à redistribuer. Après en fait le Covid en l'occurrence. Et c'est vrai que nous, quand on engage une collaboration avec un établissement, on y va tranquillement en fait. On commence par analyser les TVO vides, puis après donc les fameux temps improductifs, donc retard au démarrage, temps interpatient et fin précoce. Et on attend 6-8 mois pour engager une plus grosse réflexion sur la réallocation des vacations. Parce que effectivement, ce que je racontais tout à l'heure, c'est par rapport aux décisions, ça fait partie des décisions sur lesquelles il faut, si possible, un consensus. Donc, encore une fois, il faut que tout le monde soit d'accord sur les chiffres. Et après, en fait, il faut que chacun soit d'accord pour faire un petit effort et un pas de côté si besoin pour revoir en fait l'ensemble des vacations. Donc, nous, on sait qu'on a pu aider certains établissements à faire ces choix-là, sans jamais décider pour eux, toujours en objectivant, en disant bah voilà ce qu'on voit, voilà ceux qui sont en besoin, voilà en fait comment ça se passe pour certains bien le matin, d'autres mieux l'après-midi, quels sont en fait les temps interpatients, quels sont en fait les dysfonctionnements en fait assez récurrents pour tel opérateur ou pour telle spécialité, afin que ça puisse rentrer au cordeau sur une nouvelle offre de vacation. Madame Millimard, je ne me rappelle plus, vous êtes où? Je crois qu'on avait déjà papoté ensemble tous les deux.
Zone. Oui, désolé, je ne me suis pas rappelé tout de suite. Très bien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai à peu près fait le tour. Si jamais en fait vous avez d'autres questions, donc il y a nos mails qui apparaissent ici. Donc n'hésitez pas à nous écrire, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de documentation. On vous adresse gracieusement, gentiment de la littérature, expliquer comment est-ce qu'on fait l'appairage, expliquer comment est-ce qu'on peut calculer un taux d'occupation des vacations, un taux d'activité ressources, différentes choses de ce type-là. Donc n'hésitez pas, là, on va laisser le chat ouvert quelques minutes pour que vous puissiez saisir vos mails si besoin aussi, et puis nous dire quelles informations vous seraient utiles si vous le souhaitez. Voilà, je vais me taire. Bonne journée. Merci beaucoup.